Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier cours et nous allons parler du plus important logiciel de Tao. Comme vous le savez bien, le 23 février, nous avons l'évaluation finale et en vue de l'évaluation, je vais aussi vous parler du format des exercices pratiques que vous aurez. C'est une épreuve pratique, il n'y aura pas de théorie, mais il faut bien gérer votre temps. Alors, si vous êtes d'accord de commencer le cours, je vais partager mon écran et on va continuer avec la partie théorique comme d'habitude. Et voilà. Et après, bien sûr, on va continuer avec la démonstration. Le cours d'aujourd'hui est dédié à un logiciel des plus importants sur le marché professionnel du traducteur spécialisé. Et le logiciel s'appelle S2L Trados. Où vous le trouverez aussi sous la dénomination officielle de S2L Trados Studio. Aujourd'hui, vous allez travailler avec la version démonstrative que vous allez tous télécharger sur la page web de S2L Trados. Et c'est une version démonstrative qui vous permet de travailler avec certaines limitations. C'est pour cela que nous allons apprendre aujourd'hui seulement à travailler avec un projet de traduction très simple, mais même si vous savez seulement faire un projet de traduction, c'est déjà important savoir comment utiliser S2L Trados. Bien sûr, dans le laboratoire informatique, nous avons la version professionnelle qui n'a pas de limitations, mais à cause de la pandémie, on est limité à cause du cours en distanciel à utiliser la version démonstrative. Comme d'habitude, je vous rappelle les recommandations pour les cours en ligne. N'oubliez pas, les cours en ligne sont les mêmes cours que nous réalisons en présentiel, mais le contexte n'est pas le même. On n'est pas dans une classe, nous sommes dans une classe virtuelle. Suivez la même routine que pour les cours en présentiel. Visionnez le cours dans le créneau horaire prévu dans votre planning. Pendant la présentation vidéo, prenez des notes. Si vous considérez que c'est le cas, visionnez plusieurs fois le fichier vidéo pour vous assurer de bien comprendre le contenu théorique présenté. Après avoir visionné le cours, continuez avec l'activité pratique pour fixer les notions apprises et aussi pour observer directement en travaillant sur des exercices comment on peut utiliser tel ou tel outil. En cette situation, on parle de Trados. Si vous avez des questions, déjà tous ceux qui m'ont contacté le savent, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions par courriel, je réponds et je vous assiste en cas de problème technique. Comme vous le savez bien, la semaine prochaine, nous aurons l'évaluation finale. Elle est programmée le 23 février à 8 h
dans le même créneau que les cours et l'évaluation aura une durée de 2 heures. Après les 2 heures, vous devez envoyer les fichiers par courriel ou, si vous avez des limitations d'envoi et peut-être les fichiers sont trop grands, vous pouvez utiliser un service gratuit d'envoi des fichiers de grande dimension comme WeTransfer, qui est un service public et gratuit. En tout cas, je vous prie, si vous n'avez jamais utilisé WeTransfer, je vous prie d'essayer voir comment ce logiciel en ligne fonctionne. C'est le procédé d'envoi des fichiers est très simple, hein, mais si vous n'avez jamais travaillé avec, je vous recommande de travailler avant l'évaluation. Pensez que pendant l'évaluation, on est pressé, on se concentre sur les exercices, on est stressé. Alors, ce n'est pas le moment de travailler avec WeTransfer directement à l'évaluation finale sans avoir jamais vu ce service. En tout cas, vérifiez si vous pouvez envoyer des fichiers de grande dimension par courriel. En général, si vous avez, comme dans le cas des projets de traduction, si vous devez envoyer un dossier ou plusieurs dossiers, la recommandation est d'envoyer une archive. Et pour m'assurer que tout le monde, bon, c'est vraiment très simple, mais je veux m'assurer que tout le monde sait comment créer une archive. Je vais sélectionner quelques éléments sur mon écran, sur mon bureau. Si vous avez, voilà, nous avons plusieurs dossiers que l'utilisateur peut toujours archiver. En fait, il s'agit des dossiers compressés. Vous pouvez compresser un dossier directement utilisant les fonctions du système d'opération Windows. Vous sélectionnez les dossiers que vous voulez archiver ou compresser. Clic droit. Vous avez la commande envoyer vers et du menu contextuel qui apparaît, vous avez l'option dossier compressé. Vous cliquez sur cette commande et vous avez, bon, je pense que j'ai, oui, ça c'est, il y a beaucoup de fichiers. Bon, on peut annuler et je vais sélectionner seulement un fichier parce qu'il s'agit des fichiers vraiment très complexes. Je vais sélectionner un seul dossier, clic droit, je reviens, envoyer vers. Vous avez le menu contextuel et dossier compressé, clic. Et comme il s'agit d'un dossier qui ne contient pas des centaines et des centaines de fichiers, ça doit aller un peu plus vite. Non, ça va, c'est vraiment très long. Ah non, non. Ça, ok. Laissez-moi sélectionner quelque chose de très simple. Ok, une base terminologique, ça doit fonctionner. Je travaille avec beaucoup de fichiers qui sont vraiment très nombreux. Je reviens, excusez-moi, mais c'était vraiment un exercice, un exemple que j'avais pensé pendant le cours. Clic droite, envoyer vers dossier compressé, j'espère que ça marche vite, oui. Et vous pouvez voir que juste à côté, vous avez un fichier en format zip qui est l'extension typique d'un élément, d'un dossier compressé. C'est ce dossier, c'est cette archive que vous pouvez envoyer soit par courriel, soit si elle est trop grande par un service d'envoi des fichiers de grande dimension comme WeTransfer.
Je vais effacer maintenant le dossier compressé. Comme j'ai répété 3 fois la commande, ça doit être plus clair pour tout le monde. C'est vraiment une commande très simple, mais du point de vue didactique, je dois m'assurer que pour l'évaluation finale, tout le monde sait comment réaliser une archive. L'épreuve pratique qui constitue l'évaluation finale sera formée par 4 exercices de traduction. Chaque exercice aura comme temps de travail 30 minutes. C'est pour cela qu'il faut bien gérer votre temps, parce que si vous travaillez plus sur un exercice, ça sera vraiment difficile à terminer à temps. N'oubliez pas, si vous envoyez les fichiers avec retard, les retards seront pénalisés. Vous aurez un créneau de 15 minutes pour envoyer les fichiers et terminer l'évaluation, mais pas plus. OK. Vous aurez 4 exercices de traduction, 30 minutes pour chaque exercice. Vous allez utiliser 4 logiciels de Tao. Chaque exercice sera dirigé vers un logiciel de Tao différent. Et vous aurez un texte à traduire pour chacun des exercices, un texte différent. Le texte ne sera pas trop long. Vous aurez un texte entre 250 et 300 mots, mais moins de 300 mots en tout cas. Je vous prie de vous préparer étant donné ces paramètres d'évaluation. Alors, essayez de traduire des textes qui ont plus ou moins 300 mots. Essayez de voir si vous pouvez garder le rythme. Et il faut savoir aussi travailler avec les logiciels de Tao très vite. Vous vous rappelez, pour un projet de traduction, un temps très long, 5 minutes. Les projets de traduction se créent très vite, mais il faut savoir bien qu'est-ce qu'il faut faire pour créer un projet de traduction. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'évaluation finale, je vous prie de me les envoyer par courriel, je vais vous répondre. En principe, il n'y aura pas de modification, ce sont les règles habituelles pour une évaluation de Tao. On revient maintenant au cours. Comme vous vous rappelez, nous avons étudié pendant ce semestre déjà 4 outils de Tao et aujourd'hui nous allons présenter le 5e outil, S2L Trados. S2L Trados, c'est le plus important sur le marché professionnel. En fait, l'évolution de ce logiciel coïncide avec le développement de la traduction assistée par ordinateur parce que Trados, sous un autre nom, est un des premiers logiciels utilisés par le grand public, par les traducteurs professionnels individuels et non pas par des compagnies, qui a été vraiment très populaire et qui est utilisé même aujourd'hui. En tant que professionnel de la traduction, si vous voulez devenir un traducteur spécialisé, vous verrez, une des questions qui seront présentes toujours dans votre entrevue d'embauche sera: est-ce que vous savez utiliser S2L Trados? Bien sûr, un traducteur qui a une formation complète doit répondre que oui. Et il faut avoir des compétences d'utilisation et de création d'un projet de traduction avec S2L Trados. Comme vous allez travailler avec la version démonstrative de ce logiciel,
je, je je vais présenter seulement la partie basique de Trados parce que la version démonstrative a quelques limitations. Alors, on ne va pas créer, par exemple, un glossaire qui utilise un autre outil de gestion terminologique et qui s'appelle Passolo, oui. Non, pardon, Passolo, c'est l'outil de localisation. Pardon, c'est Multiterme. Multiterme, c'est la base de données terminologiques. Ils font les trois outils, Trados, Passolo et Multiterme, forment ensemble SDL Trados Studio et sont des outils qui fonctionnent ensemble. OK. On continue avec SDL Trados. Une présentation en diachronie, une évolution des outils de Tao illustre aussi, comme je vous ai dit déjà, l'histoire et l'évolution de Trados. La compagnie qui produit, qui développe cet outil informatique a été créée en 1984 et c'est une compagnie à l'époque, une compagnie très, très simple qui a le siège principal à Stuttgart et qui s'appelle Trados parce que, comme une abréviation de Translation Documentation Software. C'est la première étape de création de la compagnie et c'est une compagnie orientée vers la programmation et le développement des outils linguistiques dans un contexte informatique, bien sûr. Une première version d'un outil linguistique d'assistance à la traduction est lancée par la compagnie Trados en 1990. 6 ans plus tard, vous pouvez observer que le développement des outils de Tao prend beaucoup de temps. Alors, une première version, c'est l'outil multiterme que je viens de mentionner, et ce n'est pas un outil de traduction assistée proprement dit. À l'époque, il était considéré comme un outil d'assistance à la traduction, mais aujourd'hui, on le considère comme un outil de gestion terminologique. Il était bien plus limité que la Tao, comme on la considère aujourd'hui. En 1994, une première version de Translators Workbench, c'est une version publique orientée vers le grand public de la même base de données terminologiques qui vous permet la gestion terminologique d'un projet de traduction. Et Translators Workbench a été vendu à la Commission européenne qui ont eu les premières 200 licences. C'est déjà dès le début un outil considéré très important pour la gestion terminologique et la Commission européenne a utilisé et l'utilise toujours aujourd'hui une version bien sûr mise à jour de ce Translators Workbench. La même année, 1994, nous avons une première version de Multiterme Professional. C'est Translators Workbench, mais dans une version actualisée. Et aussi, la compagnie crée un outil qui s'appelle T-Align et qui change de nom quelques années plus tard en WinAlign. C'est un outil d'alignement. Petite parenthèse pour vous expliquer ce concept. Un outil d'alignement, c'est un outil qui a la capacité de poser en parallèle deux textes, un texte source et un texte traduit, qu'il peut fragmenter ce texte et
faire une correspondance entre les différentes unités de traduction qui existent dans les deux textes. Un outil d'alignement de texte est utilisé pour fragmenter automatiquement et créer des correspondances entre un texte source et un texte cible en vue de l'alimentation d'une mémoire de traduction. On peut enrichir les mémoires de traduction à travers de notre activité de traduction ou à travers de l'alignement des textes traduits déjà. Et T-Align, c'est un des premiers logiciels qui a été utilisé par le grand public, par les traducteurs indépendants même, pour alimenter des mémoires de traduction. Plus tard, en 1997, Microsoft a décidé de collaborer avec Trados et de baser sa mémoire interne de localisation sur Trados. Cela veut dire que Microsoft considère que Trados est un outil qui peut lui servir à traduire l'interface utilisateur de ces logiciels. Et ici, on pense au système d'opération Windows, aux logiciels de bureau qui forment Microsoft Office et beaucoup d'autres produits Microsoft comme le navigateur Internet Explorer et beaucoup d'autres. À l'époque, à cause du développement et de l'étape de développement des outils de Trados utilise un éditeur de texte qui est Microsoft Office. Et cette collaboration entre Microsoft et Trados est établie en 1997. En 1997 aussi, T-Align est développé et reçoit son nouveau nom, WinAlign. En 2001, on assiste à une vraie révolution du point de vue de la structure interne et du développement des outils de Tao. Et nous avons une nouvelle génération de logiciels avec la version Trados numéro 5. Plus tard, en 2002, on commence à développer les communautés en ligne et Trados lance un service en ligne gratuit, un site où on a une communauté virtuelle qui s'appelle translationzone.com et sur cette page web qui fonctionnait comme un forum de discussion, les utilisateurs pouvaient poser des questions sur les aspects techniques de SQL Trados. Aujourd'hui, vous avez un service en ligne, un service technique, et si vous avez une licence Trados, vous pouvez bénéficier gratuitement de l'assistance technique de Trados, basée sur le même principe qu'en 2002, mais bien sûr mise à jour aujourd'hui le support technique est plus interactif. En 2003, nous avons une nouvelle version de Trados, Trados 6, et la même année, vers la fin de l'année, c'est une distance de plus de 6 mois, vous avez la version Trados 6.5. Vous verrez, si vous travaillez avec Trados, chaque 2 années, vous avez une nouvelle version du logiciel. En 2004,
Trados lance un outil de localisation, TeamWorks à l'époque, aujourd'hui pas solo, mais c'est un outil de localisation. La localisation, c'est un type de traduction, mais un type spécialisé de traduction qui comporte la traduction et l'adaptation sur les marchés locaux des différents produits de toute gamme, des produits alimentaires, des produits de luxe ou des produits informatiques. Mais en tout cas, la traduction et l'adaptation des produits pour un marché local s'appelle localisation. En 2005, Trados est acquis par une compagnie S2L, par la compagnie S2L et change de nom. Les produits Trados, jusqu'à l'époque, la dénomination du logiciel était Trados. Et les utilisateurs qui travaillent depuis longtemps avec ce logiciel continuent à lui dire Trados. Mais la dénomination officielle, à partir de 2006, c'est S2L Trados et la version. À partir de cette année, on a aussi un changement. On n'a plus des versions numéro 5, numéro 6, mais on ajoute l'année à la dénomination de la version. Alors, on a S2L Trados 2006. Aujourd'hui, on travaille toujours avec des versions. La version actuelle de S2L Trados, c'est S2L Trados 2021, qui a été lancée en septembre. C'est 2021, oui, qui a été lancé, c'est vrai, en septembre 2020. Oui, c'est correct. En 2006, aussi, on peut assister au lancement d'un portail qui comporte plusieurs informations, non seulement un forum de discussion pour les utilisateurs, mais qui comporte aussi des informations techniques, des manuels d'utilisation et même une plateforme d'apprentissage complexe qui permet aux utilisateurs d'obtenir une diplôme officiel Trados. Le portail s'appelle lspzone.com et en premier lieu est orienté vers les agences de traduction, vers les compagnies, pas vraiment vers les traducteurs indépendants. En 2006 aussi se lance un programme de certification Trados qui existe aujourd'hui aussi. En 2007, vous avez une nouvelle version de Trados, Trados 2007, et à cette époque, on commence un programme universitaire de collaboration entre les universités qui forment des traducteurs professionnels et cet outil. À travers de cette collaboration, les étudiants qui sont formés par différents centres universitaires peuvent bénéficier d'une licence temporaire limitée à la durée de leur étude, d'une licence Trados, et ils peuvent participer à des cours qui leur permettent de travailler avec ce logiciel. En 2009, S2L Trados Studio crée une nouvelle génération de logiciels. Les aspects des logiciels, la modalité de se connecter, différentes fonctionnalités sont mises à jour et on peut parler d'une nouvelle génération de logiciels. En 2011, on a la version de Studio 2011 et on a aussi une version nouvelle de Pasolo, qui est l'outil de localisation, si vous vous rappelez. Nouvelle version de Trados en 2014 et en 2015 aussi. En général, si vous observez que vous avez une version qui est actualisée, qui est mise à jour l'année suivante, c'est parce que probablement quelques fonctionnalités importantes ont été ajoutées à ce logiciel. 2016 est une année importante parce que nous avons non seulement la nouvelle version de S2L Pasolo, mais aussi le lancement de App Store
de S2L, c'est déjà un développement du point de vue commercial de Trados, qui se lance sur App Store aussi. Et vous avez la version 2017 de S2L Trados. En 2018, vous avez une nouvelle version de S2L Passolo et une nouvelle version de S2L Studio 2019. Vous pouvez observer, plus ou moins chaque 2 années, on a une nouvelle version, sauf s'il s'agit des mises à jour importantes et des fonctions importantes. Aujourd'hui, bien sûr, pardon, comme je vous ai dit déjà, on travaille avec la version S2L Trados Studio 2021 et vous avez plusieurs modalités de travailler avec les projets de traduction. S2L Trados vous permet de travailler de manière complexe et c'est pour cela que j'aimerais décrire les différentes modalités de travailler et de vous mentionner les différentes extensions de fichiers qui vous permettent d'identifier quel fichier appartient à quel type de travail avec Trados, parce que, comme je vous ai dit déjà, à cause du fait que vous allez utiliser la version démonstrative, aujourd'hui nous allons créer un projet de traduction très simple et on ne verra pas comment créer par exemple un package ou un package de retour. À la création des... le terme en français est package, c'est pour cela que je l'ai laissé comme ça et je l'utilise. Mais vous pouvez entendre aussi les traducteurs professionnels parlant des paquets de projets parce que les projets qui sont trop complexes en Trados sont partagés en différents packages ou paquets de projets. Je reviens, je parlais de la création de packages. C'est une opération complexe de gestion de projet vraiment complexe qui ne peut pas être réalisée ni même avec la version freelance, version avec licence. Pour cela, par exemple, vous avez besoin de la version Trados professionnelle. Alors, il y a différentes limitations, mais vous avez aussi différentes fonctionnalités en fonction de la licence Trados que vous utilisez. OK. Comme modalité de travail, vous avez la modalité la plus simple, projet de traduction. On peut réaliser la gestion de projets complexes à travers des packages, et je vais revenir et je vais vous décrire un petit peu la modalité de travail en chaque situation. Un autre aspect important quand vous travaillez avec Trados, c'est la création des packages qui peut se réaliser, je reprends, qui peut se réaliser seulement avec la version professionnelle, et la création de packages de retour ou paquets de retour qui peut être réalisé même avec la version démonstrative sans problème. Comme modalité de traduction, en Trados, on fait une différence entre les projets simples de traduction et les projets complexes qui ont besoin aussi d'une gestion de projet. La classification est très simple. Les projets simples comportent un seul traducteur, un seul projet. Le projet peut être formé par un seul fichier ou plusieurs fichiers à traduire, et en général, on parle des projets très simples. Un projet très simple, Trados est constitué par un dossier. N'oubliez pas, on respecte le même principe, un dossier, un projet de traduction. Et pour identifier à l'intérieur du dossier du projet quel est le fichier de projet,
vous avez cette extension de fichier S2L Proj qui vous indique qu'il s'agit du fichier principal du projet de traduction. Alors, si vous ouvrez un dossier Trados et vous voyez là plusieurs dossiers, plusieurs fichiers, il faut identifier avec précision quel est le fichier du projet pour pouvoir travailler avec. Cette modalité, un projet simple, vous l'avez déjà essayé avec d'autres outils de Tao, mais bien sûr, il y a aussi la gestion de projets de traduction complexes qui se réalisent à travers des packages. Que sont les packages? Imaginez-vous un projet très complexe, un client qui demande à une agence de traduction de traduire 200 pages dans une semaine. Bien sûr, un traducteur ne peut pas traduire 200 pages dans une semaine, mais un groupe de traducteurs peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on divise le projet qui est très complexe en plusieurs séquences, en plusieurs paquets qu'on envoie à différents traducteurs. Bien sûr, la dimension du paquet de projet est adaptée à la capacité de travail du traducteur et au délai nécessaire pour terminer le projet. Cela est réalisé par un chef de projet qui est la personne qui gère toutes les étapes de travail dans un projet. Cela veut dire qu'il s'agit d'un projet qui comporte plusieurs fichiers, même plusieurs formats de fichiers, un projet où plusieurs traducteurs sont impliqués et qui travaillent avec des fractions, des divisions de ce projet dénommées package de projet ou paquet de projet. L'extension de ces packages de projet est SDL PPX, SDL Project Package. C'est une abréviation qui nous permet d'identifier vite qu'il s'agit d'une partie d'un projet et non pas d'un projet entier. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi il faut identifier avec précision les formats de fichiers et les différents fichiers, parce que dans un projet complexe, vous pouvez travailler avec plusieurs dizaines de packages et c'est vraiment très complexe. OK. Les packages peuvent être de deux types. On parle en premier lieu du package de projet. Le package de projet, c'est un petit paquet, un fragment, une fraction d'un texte à traduire que le traducteur reçoit dans un cadre plus complexe, plus ample d'un projet de traduction. Les packages de projet sont créés par le chef de projet et ils sont envoyés au traducteur. Et le traducteur doit identifier très vite qu'il s'agit d'un fragment et non pas d'un projet entier. Nous avons un projet qui est formé par plusieurs fichiers et qui peut être divisé en plusieurs packages. Un package contient les fichiers, le fichier ou les fichiers à traduire, une mémoire de traduction et un ou plusieurs glossaires. Vous pouvez voir que le package est un élément complexe qui comporte plusieurs fichiers. Si vous travaillez avec un package de projet, votre travail est très simple, double-clic le paquet sur le fichier S2L PPX. Le package peut être ouvert très simplement. On doit l'importer en Trados et vous pouvez commencer directement à traduire. Il ne faut rien faire. Mais il faut faire attention, après avoir traduit, on ne peut pas envoyer le même fichier au chef de projet. C'est la modalité de travail en Trados. On reçoit toujours des packages de projet, mais on envoie toujours au chef de projet des packages de retour.
return package en anglais, paquet de retour en français, ou package de retour. Les packages de retour sont les fichiers envoyés après la traduction par le traducteur vers le chef de projet. C'est le flux de travail dans un projet complexe qui est assuré par S2L Trados. Et c'est pour cela que vous devez faire la distinction entre trois extensions principales. S2L Proj, qui est l'extension du projet, S2L PPX, qui est l'extension de S2L Project Package, et dans le cas des paquets de retour, vous avez une autre extension de fichier, S2L RPX, c'est S2L Return Package. Si vous ne faites pas attention à ce flux de travail, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut envoyer au chef de projet, vous ne pouvez pas travailler avec S2L Trados. C'est important de savoir qu'il s'agit de trois types de fichiers différents. Mais comme nous allons travailler avec des projets très simples, l'extension qui nous concerne strictement dans la classe, c'est l'extension S2L Proj. Les autres, vous les rencontrerez dans le contexte professionnel si vous voulez travailler et si vous allez travailler en tant que traducteur professionnel. On commence tout simplement par la création d'un projet de traduction simple après avoir installé le logiciel, la version démonstrative du logiciel S2L Trados. Vous pouvez commencer à travailler avec et vous aurez cette structure, cette surface de travail. Cette surface de travail vous permet de créer un nouveau projet que vous trouvez ici. Alors, en général, quand on travaille avec S2L Trados, vous avez cette surface, vous avez un onglet fichier, et si vous cliquez sur l'onglet fichier, vous avez cette surface qui s'affiche, vous avez la commande nouveau, et ici, vous avez plusieurs possibilités de création, parmi lesquelles la création d'un projet de traduction qui peut se réaliser soit avec un raccourci clavier, soit avec la commande que vous allez sélectionner du menu. Bien sûr, nous avons aussi une autre possibilité de création d'un projet. Sur la barre d'outils Accueil, vous avez le bouton Nouveau projet. Vous savez déjà que si on utilise les outils de Tao, on a toujours plusieurs possibilités de création d'un fichier et d'un projet de traduction. Si vous cliquez sur Nouveau projet, vous avez une fenêtre de dialogue qui vous guide par toutes les étapes. Vous pouvez observer ici, on a beaucoup d'étapes de création de projet. Le projet se crée très vite parce que toutes ces étapes comportent aussi la gestion de projet, la création du glossaire que nous n'allons pas créer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons créer un projet très simple qui comporte une mémoire de traduction. On ne va pas créer un glossaire parce que je n'ai pas vu la version démonstrative de Trados depuis plus de 15 ans. Je travaille toujours avec la version professionnelle. Et en ce contexte, on est forcé de travailler avec la version démonstrative, mais dans le laboratoire de l'UCO, on peut travailler sans problème avec la version démonstrative et on travaille avec. C'est à cause de cela que les limitations de la version démonstrative, je ne sais pas exactement si vous pouvez travailler avec les glossaires parce qu'il faut utiliser multiterme. Et je ne sais pas si la version démonstrative comporte aussi multiterme ou non. Alors, je ne veux pas compliquer la situation et on va rester dans un projet très simple qui nous permet de traduire, qui nous permet d'enregistrer les unités de traduction dans une mémoire de traduction,
mais pas plus. Bien sûr, c'est à vous d'expérimenter et d'essayer de travailler plus avec Trados et d'explorer aussi les limitations de la version démonstrative. Je reviens sur la création d'un projet simple de traduction. La fenêtre de dialogue que vous avez sur l'écran, vous pouvez voir, elle est assez complexe. On peut observer déjà qu'il s'agit d'un logiciel professionnel qui comporte beaucoup de fonctionnalités. Pour savoir quels sont les éléments les plus importants sur l'écran, on commence toujours par la dénomination du projet. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une recette de cocktail, ou non, sur la description des cocktails, je pense. En tout cas, un texte spécialisé dans le domaine cocktail. Alors, le nom du projet sera suggestif. N'oubliez pas, la dénomination des fichiers est vraiment très importante. Faites attention dans l'évaluation finale. La dénomination des projets et des fichiers sources cibles sera toujours évaluée parce que c'est un traducteur qui ne sait pas comment dénommer ces projets et ces fichiers. Il est presque dans l'impossibilité de gérer bien ces fichiers. Imaginez-vous des centaines et des centaines de projets de traduction, et si vous avez une archive énorme de fichiers qui proviennent de différents clients, et un client vous demande un texte que vous avez traduit pour lui il y a quelques années avant, vous devez retrouver vite le projet. Ok, je reviens sur la dénomination. C'est important. N'oubliez pas, la dénomination doit être logique. Ici, nous avons la dénomination cocktails, qui est une dénomination thématique, mais vous pouvez ajouter aussi trad cocktails, projet cocktails. Il y a plusieurs possibilités. Il n'y a pas une recette. Le principe est que la dénomination doit être suggestive et doit avoir une relation quelconque avec le projet et le contenu des textes traduits. Après avoir dénommé le projet, l'emplacement des fichiers est très important. Je vous prie de faire attention parce que la plupart des fois où, même si nous avons créé tous les éléments d'un projet de traduction et nous avons très bien réalisé la traduction, on perd de vue un détail comme l'emplacement des fichiers. Alors, quand on envoie le dossier du projet au client, au chef de projet, ou dans la situation de l'évaluation, vous enverrez les fichiers au professeur. Si vous oubliez l'emplacement des fichiers, il est possible, il y a un grand risque que le dossier ne soit pas complet. Faites attention, l'emplacement des fichiers pour le projet et pour la mémoire, pour le glossaire, est toujours très important. Ok, on établit un emplacement correct des fichiers et après, bien sûr, il faut ajouter les différents textes à traduire. Un texte ou plusieurs, dépendant de la complexité du projet. Si vous avez ajouté, vous pouvez voir ici, vous avez une petite icône, une feuille qui représente une feuille de papier et un plus. Ici, vous pouvez ajouter des fichiers. Les fichiers seront ajoutés dans cette liste et bien sûr, avant de continuer et passer à l'étape suivante, vous devez vérifier au moins où vous allez établir la langue source et la langue cible du projet. Et on fait clic sur suivant si nous avons terminé avec tous ces paramètres du projet. Pour importer, oui, une petite parenthèse. Pour ajouter les fichiers du projet, vous cliquez sur cette petite icône plus et vous aurez une fenêtre de dialogue qui vous permettra de sélectionner
un ou plusieurs. Et ici, j'ai choisi un projet comme démonstration. J'ai choisi un projet qui contient plusieurs fichiers. Vous pouvez avoir des dizaines de fichiers. J'ai vu des projets qui contenaient plus de 50 fichiers différents. Bien sûr, différents formats, différentes dimensions. Alors, c'est vraiment un logiciel très complexe. Vous sélectionnez les fichiers que vous voulez ajouter dans le paquet de projets et, comme je vous ai dit déjà, à côté de cette fenêtre de gestion des fichiers, vous avez plusieurs fichiers qui sont à traduire. OK, si vous avez tout ajouté, vous cliquez sur, attention, on a toujours la grande tentation de cliquer sur terminer. On ne peut pas cliquer sur terminer parce que nous n'avons pas terminé le projet. Il faut bien sûr ajouter une mémoire de traduction. Alors, vous cliquez sur le bouton suivant et attention. Oui, bon, je reviens. Si vous cliquez ici sur terminer, vous aurez cette fenêtre de dialogue. Il n'est pas impossible de cliquer sur cette fenêtre de dialogue et de terminer le projet. Vous pouvez voir que toutes les étapes seront complétées automatiquement, mais le projet n'aura pas une mémoire et il n'aura pas une mémoire de traduction et un glossaire parce que nous n'avons rien créé, on a ajouté seulement des fichiers à traduire. Ce n'est pas recommandable, vous le savez déjà, et bien sûr, vous pouvez, si vous oubliez, vous pouvez toujours créer après les mémoires de traduction ou sous l'onglet Accueil, sur la surface de travail principale, vous avez dans l'onglet Accueil l'option de créer des nouvelles mémoires de traduction et de les ajouter au projet. Il faut sélectionner en bas Mémoire de traduction. Vous aurez ici la liste des mémoires de traduction et vous avez les commandes qui vous permettent soit d'ouvrir, soit d'ajouter une mémoire de traduction. Cela est simple si vous oubliez et vous créez directement une mémoire de traduction. Mais, en tout cas, si vous suivez les étapes habituelles, il faut cliquer sur le bouton suivant et vous avez la fenêtre de dialogue qui vous permet de créer tout simplement une mémoire de traduction. Comme vous pouvez observer sur l'écran, nous avons une fenêtre de dialogue complexe parce que les autres outils qui vous permettent de créer des mémoires de traduction sont bien plus simples. Tout d'abord, vous avez la possibilité de dénommer la mémoire. Vous pouvez observer déjà que la dénomination ici n'est pas correcte. Je ne veux pas voir des mémoires de traduction dénommées comme ça dans vos projets à l'évaluation. Vous pouvez ajouter une description, mais ce n'est pas obligatoire. Le copyright, c'est vous qui créez la mémoire. Alors, au copyright, on ajoute notre nom. N'oubliez pas, l'emplacement des fichiers doit être le même que pour le projet. N'oubliez pas le principe, un projet de traduction, un dossier. Vérifiez les langues sources, la langue source et la langue cible, parce que bon, elles doivent être ajoutées par défaut, mais elles peuvent être aussi différentes. Petite parenthèse, si vous assignez une mémoire de traduction qui a les langues de la langue source ou la langue cible définie d'une manière différente que le projet, vous aurez un message d'erreur. Parce que dans un projet, on ne peut pas travailler avec, par exemple, espagnol-français et créer une mémoire et utiliser une mémoire allemande-française. Ça ne va pas. Et vous aurez un message d'erreur. Si vous avez tout complété, on peut cliquer sur Terminer et vous avez la mémoire de traduction. Vous avez la confirmation que la mémoire a été créée. Si la barre de progression est en bleu et vous avez le message Terminé,
vous avez ici une petite bif qui confirme que tout est vert, tout est correct. Alors, vous pouvez utiliser la mémoire. Il n'y a pas de message d'erreur. Bien sûr, s'il y a quelques problèmes techniques, le système vous enverra une notification. Et ici, au lieu de terminer, vous aurez une notation, une notification de différents types de problèmes que le système a constatés. Après avoir terminé la création du projet, qui en Trados se crée vraiment très vite, il s'agit de 2 ou 3 minutes, pas plus, vous aurez une liste de projets et bien sûr, vous trouverez après la dénomination le projet à traduire. Double-clic sur le projet. Bien sûr, vous avez ici la description du projet complète et vous pouvez gérer les données du projet. Pour commencer à traduire, double-clic sur la dénomination du projet. À l'intérieur du projet, vous aurez la liste, soit un seul fichier, comme dans notre situation, soit une liste qui peut être plus ou moins longue et qui contient les fichiers à traduire dans ce projet. La surface de travail, pour commencer la traduction, vous sélectionnez le texte que vous voulez traduire. Ma recommandation est toujours commencer avec le premier et terminer avec le dernier. Non pas, on peut observer bien sûr après avoir traduit, on peut observer quels sont les fichiers qui ont été déjà traduits. Mais commencez de manière systématique parce que si vous avez plusieurs fichiers à traduire dans un seul projet de traduction, il y a grand risque d'oublier de traduire. Et si vous ne traduisez pas un document, même si vous avez, je sais pas, 70 fichiers à traduire, ce sont beaucoup de fichiers. Si vous oubliez un et vous ne traduisez pas un des fichiers, le projet n'est pas terminé. Et dans le monde professionnel, le traducteur n'est pas payé. Alors faites attention, soyez toujours très systématique. Quand vous travaillez avec plusieurs fichiers à traduire, commencez avec le premier et terminez avec le dernier. Et comme ça, on sait que tout est traduit de manière systématique et on n'a pas perdu aucun fichier. Double-clic sur le fichier à traduire, en cette situation, en théorie, le premier fichier, et on peut voir sur l'écran que la surface de travail se ressemble beaucoup à d'autres surfaces de travail que vous avez vues en d'autres logiciels. Vous avez ici en haut le contenu de la mémoire. À droite, vous avez un affichage avec le contenu de la base terminologique, si elle existe. Ici, la base terminologique est activée, mais dans notre projet, à cause des limitations de la version démonstrative, on ne va pas avoir une base terminologique. Pour revenir au projet, vous avez ici à gauche en bas un petit menu. Vous cliquez sur projet et vous avez l'écran et la liste des projets à traduire. Vous cliquez sur fichier, vous avez le contenu des fichiers d'un certain projet que vous avez sélectionné déjà. Les rapports sont pour la gestion projet, cela ne vous intéresse pas. La mémoire de traduction, vous pouvez activer une certaine mémoire de traduction si vous voulez, et voir son contenu aussi, l'explorer. Et l'éditeur en cette situation, c'est l'éditeur qui nous intéresse, c'est l'éditeur qui nous permet de travailler. Et vous avez à gauche le texte à traduire et à droite une colonne où vous pouvez traduire. Bien sûr, il y a quelques raccourcis clavier que je vais vous présenter dans la partie démonstrative. Et n'oubliez pas de noter les raccourcis clavier qui vous permettent de travailler. Le principe est le même. On traduit. On peut aussi, c'est une fonction assez standard, vous pouvez copier les unités sources si vous voulez, mais il ne faut pas oublier
avant de passer à l'unité de traduction suivante, n'oubliez pas de confirmer la traduction. Le principe est, on traduit, on confirme la traduction et on continue avec l'unité de traduction suivante. Et merci de votre attention et maintenant, si vous êtes d'accord, je vais continuer avec la partie démonstrative. J'ai ouvert ici le logiciel Trados. Attendez un petit peu, j'ai quelques petits soucis d'affichage, mais pas maintenant, voilà. Et bon, ce que vous voyez maintenant sur l'écran, c'est vraiment le logiciel que j'utilise pour différents travaux de traduction. Et ici, vous pouvez voir une liste qui n'est pas trop longue, c'est une liste partielle de ce que j'ai travaillé dans un contexte professionnel. Vous pouvez avoir aussi un exemple de dénomination. Ces dénominations qui ne sont pas très claires pour nous, ce sont des dénominations codifiées parce que les agences de traduction et certains clients préfèrent de codifier d'une certaine manière professionnelle, interne, spécifique à chaque compagnie, la dénomination des fichiers. Alors, si on vient d'une autre compagnie ou si on n'est pas un traducteur qui appartient à une certaine compagnie, on ne comprend presque rien des différentes dénominations qui existent. Pour créer un projet de traduction, je reviens. Vous avez dans la barre d'outils « Nouveau projet » ou « Fichier »,« Ouvrir », Nouveau, pardon. Et vous avez ici la possibilité de créer soit un projet, soit une mémoire sur serveur. Petite parenthèse, pour cela, il faut avoir une connexion, bien sûr. Et vous pouvez aussi utiliser différents modèles de ressources linguistiques. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de créer un nouveau projet. Clic. Et vous pouvez observer que vous avez sur l'écran la fenêtre de dialogue qui vous permet de créer un projet de traduction et les différentes étapes sont détaillées dans la partie supérieure de cette fenêtre. Je reviens et je le répète, ces étapes conforment la plupart des projets de traduction, mais quand on travaille avec un projet de traduction très simple, il ne faut pas suivre toutes les étapes de création. OK, pour commencer avec un projet, on commence par le nom du projet et ajouter projet cocktail. N'oubliez pas l'emplacement des fichiers. L'emplacement des fichiers est très important. Je vais enregistrer comme d'habitude sur le bureau dans un dossier OK. Vous avez sélectionné le dossier que vous avez créé. Clique sélectionner un dossier. Et vous pouvez voir que maintenant, l'emplacement pour tous les fichiers du projet est établi. Bien sûr, vous pouvez changer, mais ce n'est pas recommandable. Après avoir établi l'emplacement des fichiers, on peut soit établir langue source, langue cible, soit ajouter les fichiers. Je vous propose de continuer avec langue source qui n'existe pas parce que nous n'avons pas un texte. Alors, nous savons que nous allons travailler vers le français. Petite parenthèse, si vous voulez, vous pouvez ajouter autre langue. Attention, si vous cherchez les langues, même si
l'interface du logiciel est en français, les listes des langues sont en anglais. Alors, si je cherche espagnol, je ne vais pas trouver, je dois chercher S, P, et après, on peut, si vous commencez à écrire, mais en anglais, Spanish, pas espagnol, vous trouverez, et vous pouvez observer que la dénomination des langues est une dénomination professionnelle à partir de langue et région. Et ici, il faut chercher l'espagnol de l'Espagne. Il faut le trouver, voilà. Spanish Modern, c'est l'espagnol ibérique, l'espagnol de l'Espagne. Vous avez bien sûr d'autres versions de l'espagnol que vous pouvez choisir. Mais pour nous, c'est Spanish Modern. Et vous pouvez avoir plusieurs langues cibles. Ce n'est pas recommandable non plus, alors contrôlez cette fenêtre. La langue cible est seulement une. OK, on ajoute le fichier qui se trouve sur le bureau et qui s'appelle Text English comme d'habitude. Voilà, texte anglais, ouvrir. Et maintenant, après que le texte est activé, bon, je ne sais pas exactement pourquoi je ne peux pas choisir la langue source. Dans votre version, vous pouvez choisir. Il peut s'agir d'un élément personnalisé sur mon ordinateur. Je vais le vérifier plus tard. En tout cas, ici, soit vous avez la détection automatique, soit vous pouvez chercher dans la liste. Je ne sais pas exactement pourquoi je n'ai pas la possibilité de chercher dans la liste, mais je vais vérifier cela. Peut-être j'ai désactivé cette option et j'ai mis par défaut une certaine langue. En tout cas, maintenant, on ne travaille pas dans un laboratoire, c'est vraiment mon logiciel qui a certaines configurations personnalisées. OK. Alors, comme je vous ai dit déjà, en général, quand on voit ce bouton, on est toujours tenté de cliquer sur Terminer. Ce n'est pas encore terminé. Si vous vous rappelez le schéma des 3 étapes que j'ai répété chaque cours, il faut ajouter aussi une mémoire. Alors, on clique sur Suivant. Vous avez étape générale, on peut ajouter la description du projet, on peut ajouter plusieurs éléments. Ce n'est pas intéressant pour nous, on continue. Et maintenant, nous sommes dans l'étape de création des ressources de traduction. Vous pouvez voir que la terminologie Trados est assez différente. On ne dit pas mémoire de traduction, on dit ressources de traduction qui comporte bien sûr une mémoire de traduction. Et aussi, vous pouvez voir que par défaut, j'ai une mémoire active. C'est une mémoire que j'utilise toujours. Alors, sur vos ordinateurs, vous n'aurez aucun élément, mais ici, c'est aussi une configuration personnalisée. Si on veut créer une mémoire de traduction, vous avez ce petit bouton qui vous permet de créer une mémoire de traduction locale ou sur serveur. N'oubliez pas que sur serveur, vous avez besoin d'une connexion qui soit configurée à travers Trados. Alors, on crée une mémoire de traduction locale, clic. Vous avez la fenêtre de dialogue que je vous ai montré avant. Et dans cette fenêtre de dialogue, on va ajouter le nom, la dénomination de la mémoire. Et maintenant, on va faire attention à la dénomination, pas comme dans la présentation où j'ai mis une dénomination erronée juste pour savoir que ce n'est pas correct de dénommer comme ça les fichiers. Nous avons mémoire traduction, cocktail. On peut continuer, vous pouvez avoir la description, mais c'est déjà clair. Copyright, c'est moi qui crée la mémoire de traduction. J'ajoute mon nom. Et la situation est claire, on sait qu'il y a le copyright. Vous pouvez observer que même si j'ai enregistré
le dossier du projet sur le bureau. Dans un certain dossier, l'emplacement de la mémoire, par défaut, n'est pas dans le même dossier du projet. Alors, je dois établir cet emplacement. On se déplace vers le bureau. Nous avons projet cocktail, sélectionner le dossier. Et maintenant, nous savons que la mémoire sera enregistrée dans le dossier du projet, ce qui est très important. Vous pouvez voir ici que la langue source et la langue cible sont détectées automatiquement. Et vous pouvez cliquer directement sur Terminer, mais en tout cas, je vais vous présenter aussi les autres fenêtres de dialogue. Il ne faut pas intervenir, mais je vais vous les présenter en tout cas. Vous avez plusieurs options qui permettent de paramétrer différents champs de données. Il ne faut pas intervenir ici, seulement si on veut personnaliser la structure de la mémoire de traduction, ce qui n'est pas recommandé pour les utilisateurs qui ne sont pas avancés. Suivant. Vous avez aussi des ressources linguistiques. Si vous voulez utiliser un modèle de mémoire de traduction, il faut charger le modèle. Et vous avez aussi différents éléments que vous pouvez éditer ou effacer, comme liste des variables, des abréviations, séparateurs de nombres. Ce sont des éléments qui peuvent être ajoutés et qui peuvent être gérés par la mémoire de traduction. OK, il ne nous reste qu'une seule étape. Le bouton suivant est désactivé, alors il ne nous reste que cliquer sur Terminer. Vous avez la mémoire de traduction. Vous avez cette petite bif verte. Création de mémoire de traduction, terminée, tout est correct. La barre de progression est en bleu. On n'a pas de notification du système, cela veut dire que tout est bien fait. Et on peut fermer maintenant. Et vous pouvez voir que vous avez la mémoire cocktail qui est activée. D'habitude, si je veux travailler dans un projet, je dois activer aussi cette mémoire. Cela veut dire que c'est une mémoire de sécurité où je peux ajouter les unités de traduction, même si je travaille avec une autre mémoire. Cela me permettra de ne pas perdre des données. Alors, dans un projet, vous pouvez travailler avec plusieurs mémoires, avec plusieurs bases terminologiques. C'est vraiment un outil très complexe, mais en cette situation, il faut seulement nous assurer que la case activée est cochée pour la mémoire que nous venons de créer. OK, je vais vous présenter les autres étapes de traduction aussi, mais on ne va pas intervenir. Alors, au lieu de cliquer sur Terminer pour créer déjà le projet et commencer à travailler, on peut cliquer directement sur Terminer maintenant et on peut commencer la traduction. Mais si on clique sur Suivant, on a d'autres éléments. Et vous avez ici base terminologique. On peut voir que le projet ne comporte pas de base terminologique, mais en général, on peut ajouter des glossaires qui est détecté par défaut du point de vue de la langue source et de la langue cible. Comme je vous ai dit que la version démonstrative peut avoir quelques limitations, je ne vais pas créer une base terminologique et on ne va pas créer. Essayez d'explorer la création d'une base terminologique pour voir si cela fonctionne dans la version démonstrative. Vous avez le bouton Créer qui se trouve ici et qui vous permet de créer très vite une base terminologique. L'étape suivante, Group Share, c'est pour les projets complexes où un chef de projet peut collaborer à travers d'un serveur avec plusieurs traducteurs en même temps. Mais pour cela, vous avez besoin non pas seulement d'une connexion à l'Internet, mais vous devez configurer Trados pour qu'il se connecte à un certain serveur et partager ces
ces ressources linguistiques avec d'autres traducteurs. OK. On peut gérer les correspondances parfaites. Si vous avez des segments, des unités de traduction répétitives, si vous avez traduit une seule fois, alors les autres occurrences de la même unité de traduction seront traduites automatiquement parce que vous avez fait déjà la traduction une fois. OK. Tâche en mode batch, c'est une option avancée de gestion de projet qui vous permet de gérer plusieurs actions dans des projets très complexes. Mais c'est une étape très importante pour les traducteurs qui peuvent les aider beaucoup à travailler plus vite, mais seulement dans des projets très complexes. OK. Après avoir terminé, nous avons un petit résumé du contenu du projet traduction. Vous avez la dénomination, l'emplacement. Vous pouvez observer que même si sur mon écran n'était pas affiché par défaut, la langue a été détectée automatiquement. La langue cible, c'est le français et vous avez à traduire un seul fichier et vous avez aussi une mémoire qui s'appelle MT Cocktail. Le résumé d'un projet peut vous permettre de voir si vous avez tous les fichiers, si vous avez la mémoire et si vous créez une base terminologique, elle sera affichée en bas après la mémoire de traduction. Si nous avons passé par toutes ces étapes, vous pouvez cliquer sur Terminer. Vous attendez que tout le projet soit préparé. Vous vérifiez si ici tout est en vert, cela veut dire que c'est bien, tout est correct. Ici, si toutes ces étapes de la réalisation du projet sont en vert et cochées, et vous avez la confirmation que les projets, que les différentes étapes ont été terminées, sans erreur et sans avertissement, cela veut dire qu'on peut travailler avec le projet, que le projet a été correctement réalisé. Clique sur le bouton fermer. Et voilà. Bon, ça c'est un élément aussi personnalisé. Les possibles problèmes qu'on peut trouver dans une telle présentation, c'est que si on a une configuration personnalisée, vous pouvez observer d'autres éléments de travail qui ne sont pas... Oups. Bon, ça c'est quelque chose d'inattendu. Je vais voir qu'est-ce que s'est passé. En tout cas, je vais vérifier. Quand vous allez travailler avec SDL Trados, vous verrez que le logiciel peut tarder un petit peu à créer un projet. Bon, ici, à ce que je vois, bon, c'est un problème d'erreur. OK, je vais créer de nouveau tout et je reviens. Comme ça, vous pouvez voir que la création d'un projet ne peut durer pas trop parce qu'il s'agit des éléments très simples. En général, on parle des éléments vraiment très simples. OK, voilà, on efface. Ici, c'est correct maintenant. Il est correctement affiché. Je ne sais pas pourquoi. OK, je vais lui donner un autre nom. T2, pour être sûr, je vais créer un nouveau dossier. Là. Et maintenant, nous avons le fichier, c'est correct. OK. Emplacement, texte à traduire, langue source, langue cible, suivant. On continue avec la création des ressources. Créer. Dénomination correcte. Je vais ajouter, n'oubliez pas, les dénominations doivent être uniques.
OK, emplacement de nouveau. OK, langue source, langue cible correcte. Et maintenant, je vais cliquer sur terminer pour terminer vite. Fermer. Et c'est coché, activé. Et je ne passe plus par toutes ces étapes. Terminé. Terminé. Et vous pouvez voir maintenant, je ne sais pas pourquoi, il y avait une erreur. Essayons de voir la partie positive. Si quelque chose comme l'erreur que vous avez vue apparaît sur vos écrans, ne perdez pas le temps, commencez de nouveau et vous avez vu qu'en 2 minutes, nous avons le projet à traduire. OK. Pour continuer, vous avez ici la description du projet. Double-clic sur le projet. Vous avez le texte à traduire. Vous pouvez voir combien de mots vous avez à traduire dans ce texte. Double-clic. Et on va voir la surface de travail typique. Ici, le contenu de la mémoire. Ici, le contenu de la base terminologique. Mais à présent, nous n'avons pas de base terminologique. Première colonne, texte source. Deuxième colonne, texte cible. Si vous voulez revenir au projet, je vous ai dit ici en bas, vous avez Click Project et vous avez affiché la surface des projets. Cliquez sur les fichiers et vous avez affiché le fichier du projet que vous avez sélectionné avant, qui est le projet Cocktail. Et si vous cliquez sur éditeur, vous pouvez travailler directement. Alors, les différents écrans, il ne faut pas fermer, chercher et perdre le temps. Vous avez ici la possibilité de vous déplacer par rapport. Pardon, les rapports ne sont pas utiles en cette situation. Éditeur, fichier, projet, mémoire de traduction même. Et vous pouvez voir ici, j'ai pas mal de mémoire. Et ici, vous pouvez voir aussi une liste des mémoires, par exemple. Donc, on revient sur le fichier, sur l'éditeur des fichiers. Vous avez ici la possibilité de travailler. OK. On écrit en français Cocktail. Nous avons traduit. N'oubliez pas, il faut confirmer. Pour confirmer, vous avez ce bouton qui se trouve sous l'onglet Accueil, ou si vous vous déplacez, si vous explorez un peu l'interface, vous verrez que pour chaque commande, vous aurez aussi affiché le raccourci clavier. CTRL-Entrée en Trados vous permet de confirmer la traduction et CTRL-Entrée. Et vous pouvez voir ici que ce qui était traduit seulement avant, maintenant est confirmé. Cette petite icône, une feuille blanche, signifie non traduit. Et vous verrez ici, il y a plusieurs éléments qui vous permettent de savoir si une unité de traduction a été traduite, si elle a été copiée, si la traduction a été confirmée, si elle a été corrigée aussi. Il y a plusieurs éléments qui nous mentionnent ce fait. OK. Pour continuer avec la traduction, vous avez une unité de traduction qui comporte beaucoup de balises. En cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Clic droite, vous avez des menus contextuels et vous avez copié la source dans la cible ou raccourci clavier, CTRL Insert. OK. Clique sur copier la source dans la cible. Vous avez le texte, vous avez les balises, et qu'est-ce qu'on fait? Le cocktail. Pardon. Là, vous pouvez, si vous voulez, ajouter, si vous vous rappelez les raccourcis clavier de Microsoft Word, vous pouvez écrire en gras, CTRL B en cette situation. Non, CTRL B parce que si vous utilisez le logiciel Microsoft Word en français, c'est CTRL G.
Mais n'oubliez pas, Trados est créé par une agence, par une compagnie où les programmateurs parlent anglais. Alors, les raccourcis clavier de mise en forme seront les raccourcis clavier du Microsoft Office en anglais. Et pour écrire en gras, en anglais bold, il faut CTRL-B, non pas CTRL-G comme en français. OK. Ah bon, c'était une petite parenthèse. Il ne faut pas, si vous ne voulez pas, il ne faut pas réaliser la mise en page. C'est un élément qui correspond aux balises, bien sûr. Et OK, et maintenant vous pouvez voir, il y a des personnes qui m'ont demandé toujours qu'est-ce que cela veut dire autre naturel. Vous avez ici alcoholic mixed drink, et en français ce sera une boisson alcoolique. Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, vous pouvez changer l'ordre des balises. Vous pouvez copier ces éléments, CTRL-X pour couper, vous vous déplacez sur la surface de travail, CTRL-V pour coller, et maintenant nous avons changé l'ordre des balises. On considère qu'on a traduit, on confirme la traduction et on continue. Petit commentaire. Vous avez ici une notification du système qui nous dit que l'ordre des balises n'est pas le même. Mais c'est nous qui avons fait cela et on sait exactement qu'en français et en anglais, l'ordre des mots n'est pas le même. Alors, c'est correct, on sait que c'est correct et on continue la traduction. Si vous avez terminé, bien sûr, vous avez plusieurs éléments vous pouvez continuer et je vous recommande d'explorer un petit peu les différents éléments qui vous retrouvez dans cette version de Trados. Et bon, vous aurez seulement la version démonstrative, mais ça vaut la peine de vérifier, de contrôler, de voir quels sont les éléments les plus importants. Et pour terminer, vous pouvez revenir, enregistrer toujours, n'oubliez pas, c'est un élément très important. Et pour la relecture, vous avez exporté pour une relecture bilingue. Nous n'avons pas encore terminé le projet à traduire. Alors, en général, dans l'onglet relecture, vous pouvez exporter un texte. Et c'est une fenêtre de dialogue très simple. Suivant, vous pouvez établir, mais si vous cliquez sur terminer, vous pouvez voir que par défaut, on aura le fichier bien enregistré, terminé. Vous pouvez avoir une version bilingue. Et ici, vous aurez le texte. Essayez de voir si, en général, avec la version démonstrative, vous devez pouvoir exporter les différents fichiers et vous avez aussi la possibilité de mettre à jour les différentes modifications que vous avez réalisées. OK. Ma recommandation, je reviens, il est important de savoir comment exporter les différents éléments, mais exporter une version de relecture au moins, qui se trouve ici. Après, si vous avez des différents problèmes, n'oubliez pas de m'écrire et de me contacter, parce que c'est vraiment un logiciel complexe
Et dans d'autres universités, je fais plusieurs cours sur le même, logiciel pour savoir exactement comment travailler avec ce logiciel. N'oubliez pas, cette présentation générale est vraiment quelque chose de très basique, mais si vous voulez voir un petit peu expérimenter, ça sera vraiment très utile pour vous et pour vos compétences. Ok. Merci de votre attention. J'espère que tous les éléments et que ce que j'ai présenté a été assez clair pour vous. Et je vous prie de suivre les indications que nous avons utilisées, que nous avons fait en classe aujourd'hui pour préparer très bien l'évaluation de la semaine prochaine. Si vous avez encore des questions, si vous avez quelques soucis techniques, n'hésitez pas de m'écrire. Je vais vous répondre pendant l'après-midi après mes cours en présentiel. Encore une fois, merci de votre participation et je vous prie de bien préparer l'évaluation. Reprenez, si vous considérez qu'il est nécessaire, les exercices que nous avons créés. Utilisez d'autres textes de votre choix, mais le plus important est de ne pas oublier qu'il faut travailler avec le logiciel pour avoir une bonne performance et une vitesse appropriée au travail du traducteur, parce que si on est lent quand on travaille, le travail du traducteur n'est pas très efficace. Il faut travailler vite. Ok. Alors, j'attends vos questions. Bon courage avec les exercices que je vous envoie par courriel. Et si vous avez des soucis, n'oubliez pas de me confirmer et de m'écrire et de me poser des questions. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir et bonne journée à tous.